L'Europe, terre des Européens, montagne pointue et nourriture qui va changer ta vie, à moins que tu ne manges en Grande-Bretagne. Mais il y a bien plus que ça. De la version scandinave du Mille à un pays neutre qui ne cesse d'envahir son voisin. Aujourd'hui, on va révéler 50 faits incroyables sur l'Europe qui vont complètement changer ta vision du continent. Si tu aimes la vidéo, abonne-toi pour que je puisse en faire une carrière à ma réunion d'anciens élèves. Fait 50. La Norvège et la Suède emploient le mille scandinave différent du mile. C'est 10 km, soit 6,2 miles. Pourquoi ? Avant le milieu du XVIIe siècle, chaque région suédoise avait son mille, ce que les commerçants détestaient. Chaque voyage ressemblait à une devinette. En 1649, la Suède a tenté de résoudre le problème en établissant le mille à 36 000 pieds, soit près de 11 000 mètres. Mais les pieds n'étaient pas non plus standardisés à l'époque, donc félicitations, vous n'avez rien résolu. En 1889, la Suède et la Norvège se sont mises d'accord sur un mille de 10 km. Aujourd'hui, la plupart des panneaux utilisent simplement les kilomètres, donc pas de problème, sauf si vous êtes sur un ancien sentier de randonnée. Cette promenade facile de 5 miles, surprise, c'est en fait 31. Fait numéro 49. À propos de curiosité scandinave, si vous demandez à un Suédois où vous êtes et qu'il répond « Ah !», il ne se moque peut-être pas de vous. Il existe entre 7 et 15 noms de villes en Scandinavie qui ne comportent qu'une seule lettre. Les estimations varient. La majorité d'entre eux emploient cette lettre, prononcée un peu comme le O de Paul. Cela inclut une ville au Danemark, 8 en Norvège et 5 en Suède. Les personnes qui ont nommé ces villes n'étaient pas paresseuses. En vieux norrois, cela signifiait petite rivière, et contrairement à un showroom Ikea, la Suède a vraiment poussé le minimalisme à l'extrême. Ils ont aussi une ville qui n'est qu'une seule lettre, ce qui signifie île. Ne nous focalisons pas uniquement sur les étrangetés de Scandinavie. Après tout, leur voisin a aussi des faits incroyables. Fait 48 petits quiz. Quel pays a plus de saunas que de voitures ? Pas de triche, la plupart d'entre vous ont sûrement trouvé la réponse. La Finlande a 5,5 millions d'habitants et 3,3 millions de saunas, soit près d'un sauna pour 1,7 personnes. Comparez cela aux 2,8 millions de voitures en circulation. Finalement, transpirer compte plus que conduire. Avec 60 à 90% des Finlandais faisant au moins un sauna par semaine, ces chiffres se confirment. Les saunas, au centre de la vie finlandaise, sont surnommés la pharmacie du pauvre. Les femmes y accouchaient même, grâce aux murs couverts de suie qui résistaient aux bactéries. Ça fait pâlir d'envie ta séance de yoga chaud. Quant aux autres endroits sur Terre qui sapent ta volonté de vivre, fait numéro 47. L'Europe possède de nombreux déserts et semi-déserts. D'accord, on ne parle pas ici de déserts comme le Sahara, mais il y en a quand même pas mal. Le plus connu est le désert de Tabernas en Espagne, qui fait 110 miles², soit 280 km², ou la moitié de la taille de Chicago. Il existe aussi des semi-déserts, tels que les sables d'Olechki en Ukraine. Les experts affirment que les sables d'Olechki résultent de conditions climatiques uniques, et du pâturage de milliers de moutons, au XVIIIe et XIXe siècle. Aujourd'hui, ces dunes atteignent 20 mètres de haut. Techniquement, c'est un semi-désert, car il dépasse de peu la limite des 25 cm de pluie annuelle. Mais durant les mois secs, il reçoit moins de 3 cm. En gros, c'est un désert qui a raté l'examen. L'Europe abrite aussi de petits déserts, comme le Pobitikamani en Bulgarie. Mais cela ne prend pas en compte l'un des plus grands d'Europe, un désert polaire sur l'île de Svalbard. Il reçoit environ 7,8 pouces, soit 20 cm de neige et de pluie par an. Cela en fait l'endroit parfait pour le fait numéro 46, un coffre-fort souterrain qui contient des copies de toutes les graines du monde. En 2008, l'organisation Crop Trust et le gouvernement norvégien, estimant nécessaire un plan B face à la situation mondiale, ont construit le coffre-fort mondial des semences dans le Svalbard, au nord. À l'intérieur se trouvent des copies de graines du monde entier, une sauvegarde pour l'approvisionnement alimentaire mondial. En gros, c'est une assurance pour le jour où nous finirons inévitablement par mettre la planète en feu. La température idéale pour conserver les graines est juste en dessous de 0 degrés Fahrenheit, soit moins 18 degrés Celsius, une température que le pergélisol du Svalbard gère sans effort. En 2024, la réserve comptait plus de 1,3 million d'échantillons, pour une capacité de 4,5 millions. C'est en gros le plus grand congélateur du monde. La guerre en Syrie a entraîné le premier retrait de la réserve en 2015, précisément pour ce type de crise.
Le changement climatique a malheureusement compliqué les choses. En 2016, le dégel du pergélisol avait inondé l'entrée. La police d'assurance de l'humanité déposait déjà sa première réclamation. Mais vous savez qu'il n'est pas inondé. Fait numéro 45. Tandis que de nombreux pays voient Nantes leurs côtes s'enfoncer, la Finlande, la Suède et la Norvège, elles, s'élèvent. Cela s'appelle le relèvement des terres, un lent rebond qui se produit depuis la fin de l'ère glaciaire, il y a plus de 10 000 ans. Le point culminant atteint 938 pieds, soit 286 mètres, au-dessus de l'ancien niveau. Dans le golfe de Botnie, où la glace était la plus épaisse, il reste environ 100 mètres de relèvement à faire. La Finlande gagne 2,7 miles carrés, soit 4,3 km carrés par an, ce qui fait des investissements sous-marins un plan judicieux. Le relèvement a aussi causé son lot de problèmes. Et nous ne parlons pas de vertige. En 1491, les habitants d'Oustamar ont signalé l'inutilisabilité de leur port. Le rivage avait tellement reculé que les bateaux accostèrent sur la terre ferme. Pour rester sur les hauteurs, vous voudrez peut-être aussi consulter le fait numéro 44. Un peu moins de 90% du Monténégro est couvert de montagnes, ce qui en fait un pays bien plus vallonné que des endroits comme l'Autriche ou la Suisse, et moins sujet aux familles musicales fuyant les nazis en les traversant. Le nom Monténégro se traduit littéralement par montagne noire. Bien que les montagnes aient formé de beaux paysages, elles ont aussi causé des problèmes. La difficulté à construire des réseaux de transport autour du Monténégro freine les investissements étrangers et le commerce. Le tourisme reste florissant et compte pour 25% du produit intérieur brut national. Ce n'est pas le seul fait surprenant concernant les montagnes dans la région. Fait numéro 43, beaucoup visitent avec la Grèce pour ses îles à plage et photos Instagram. Mais ignorer le continent, c'est oublier que 80% du pays est montagneux, avec des hivers assez froids pour accueillir des stations de ski de décembre à mars. Les Grecs le savent et se rendent au Parnasse, à Kalavrita et à Vasilitsa, ce qui surprend les étrangers. Vasilitsa à elle seule reçoit en moyenne près de 30 cm de neige par semaine en janvier et février. Des scènes de ski sur fond de bouzouki ne font pas vraiment Hollywood, donc ce côté de la Grèce est peu montré. Mais l'Europe réserve des caractéristiques géographiques encore plus surprenantes que des montagnes enneigées en Grèce. Fait numéro 42. Quand on pense aux forêts tropicales, on pense instantanément à l'Amazonie. Mais l'Europe a ses propres versions, avec moins d'opérations illégales de déforestation. La forêt vierge de Perućica en Bosnie s'étend sur 3500 acres, plus de 1400 hectares, dans le parc national de Sudjeska. Certains arbres, âgés de plus de 300 ans, s'accrochent aux pentes et vallées escarpées. C'est l'une des dernières forêts vierges d'Europe, et probablement la seule où la plus grande menace de la faune est de trébucher sur un sentier de randonnée. La Biogradska Gora, toute proche au Monténégro, est une autre forêt tropicale, protégée dans le cadre du réseau mondial des réserves de biosphère de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Il y a aussi les forêts pluviales celtiques des îles britanniques, Fragos Doeum en Espagne, et des poches dans l'ouest de la Norvège. La plupart des gens sont surpris, car ils associent les forêts tropicales aux tropiques. Mais techniquement, tout dépend des précipitations et de l'humidité, pas de la chaleur, ce qui signifie que l'Europe peut aussi se vanter d'avoir des forêts tropicales, simplement sans les grenouilles psychédéliques. Mais si des arbres humides ne vous impressionnent pas, que dites-vous de monuments qui font paraître les pyramides juvéniles ? Numéro 41. Les temples mégalithiques de Malte sont plus anciens que les pyramides d'Égypte, ce qui est fou parce que des gens ont réussi à atteindre une île au milieu de la mer, et, avec seulement des outils en pierre, ont décidé, traînons quelques blocs de 20 tonnes juste pour le plaisir. Les temples mégalithiques de cette nation insulaire ont été construits entre 3600 et 2500 avant Jésus-Christ. Les pyramides d'Égypte ont été bâties entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ. Donc le temple Kantija de Malte les précède d'environ 900 ans. Qui a construit ces temples impressionnants ? Les légendes locales parlent de géants, d'autres évoquent des extraterrestres. Et les scientifiques ont levé les yeux au ciel, ont mené des recherches et ont découvert que ce sont les peuples néolithiques qui les ont construits. Un peu comme un enfant avec des briques Lego. Les néolithiques ont construit ces temples avant même de savoir écrire, ce qui signifie qu'ils n'ont laissé presque aucune information. Tout ce que les archéologues savent, c'est que leur civilisation s'est effondrée vers 2350 avant Jésus-Christ. Les géants ou extraterrestres les ont sûrement tués. L'Europe réserve toujours des surprises. Du mille qui n'en est pas un, aux Finlandais préférant les saunas aux voitures, jusqu'aux temples édifiés par des géants extraterrestres ou similaires. Mais maintenant que nous avons abordé les sujets légers,
Passons à la guerre. Fait numéro 40. Svalbard est une zone hors taxe et sans visa. Ce territoire norvégien n'est pas une partie directe du pays, donc beaucoup de règles norvégiennes et européennes ne s'y appliquent pas. Cependant, la protection sociale norvégienne ne s'applique pas non plus. Pour vivre au Svalbard, il faut prouver son autonomie financière, donc avoir beaucoup d'argent ou un emploi sur place. Alors, pourquoi plus de gens ne s'y installent-ils pas? Eh bien, avec moins de 3000 habitants, et une adresse quelque part bien trop au nord, le marché de l'emploi n'est pas vraiment florissant. Il y a aussi 84 jours de nuit polaire et des températures négatives la majeure partie de l'année. Ah, et saviez-vous qu'il y a plus d'ours polaires que d'habitants? Cela décourage plus de gens qu'un visa. Mais les endroits froids ont tout de même quelques avantages. Numéro 39. L'Islande n'a aucun moustique. Après un été sur la côte est des États-Unis, on se demande pourquoi ce n'est pas l'atout principal de l'Office du tourisme islandais. Mais pourquoi seulement l'Islande? Le Groenland et la Norvège sont tout aussi froids, et ils ont des moustiques. La différence, c'est la météo. L'Islande a des variations climatiques extrêmes. Les habitants disent que si tu n'aimes pas le temps, attends 5 minutes. Les moustiques ne peuvent pas s'adapter aux changements constants, qui empêchent la formation de mares d'eau stables nécessaires à leur reproduction. Les autres zones sans moustiques sont trop isolées pour que cela intéresse qui que ce soit. Fait numéro 38. Malte détient le record du plus grand nombre de bombardements par habitant durant la Seconde Guerre mondiale. Les raids étaient si constants que le roi George VI a attribué la croix de George à l'île entière. La situation était si grave que tout le pays a reçu une médaille pour bravoure. Malte était sous domination britannique, et c'était la seule base des Alliés entre Gibraltar et Alexandrie, ce qui en faisait l'endroit préféré de l'Axe pour s'entraîner au tir. La Luftwaffe et la Regia Aeronautica italienne l'ont bombardé avec plus de 3000 raids en 2 ans, soit plus d'un par jour. Les puissances de l'Axe ont largué plus de 15 000 tonnes de bombes sur Malte, ce qui semble exagéré. Mais puisque le passe-temps favori de l'Europe a toujours été la guerre, d'autres endroits ont connu des sorts similaires. Fait 37. Belgrade n'a jamais de répit. Rasé 44 fois sans 15 guerres s'y sont déroulées. Belgrade bénéficie d'un emplacement privilégié à la jonction des rivières Sava et Danube, offrant des terres fertiles. Des terres, de bonnes routes commerciales, et des empires prêts à tout détruire. Les Ottomans l'ont prise et détruite. Les Habsbourg ont attaqué, l'ont détruite à nouveau. Ce va-et-vient a duré des siècles, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où elle en est miraculeusement sortie indemne. Non, elle a été détruite par les bombardements. Après la guerre, Belgrade a rejoint la Yougoslavie. Mais lorsque la suite de la Première Guerre mondiale, sans grande imagination appelée Seconde Guerre mondiale, a commencé, la Yougoslavie a rejoint l'Axe. Belgrade s'est rebellée, alors l'Axe l'a bombardée. Ça leur apprendra. Les Alliés sont venus la libérer en la bombardant à nouveau. À ce stade, Belgrade n'était plus une ville. C'était un projet collectif de démolition. Mais parions que vous ne devinerez jamais quels pays se sont le plus affrontés. Fait 36, le Danemark et la Suède. Riches, pacifiques, classés parmi les pays les plus heureux, ils ont pourtant toujours tenté de s'entretuer. Ils détiennent le record du plus grand nombre de guerres entre deux nations. C'est un passe-temps. Entre 1450 et 1814, le Danemark et la Suède se sont livrés entre 13 et 36 guerres l'un contre l'autre. Le nombre exact dépend de la façon dont les historiens décident de qualifier une bagarre de taverne en guerre. En 1397, Danemark, Norvège et Suède étaient unis, mais les Suédois, opposés à la domination danoise, se sont retirés en 1523, le divorce le plus long de l'histoire. Mais ce n'était pas fini. Les deux voulaient peut-être contrôler les États baltes, la Norvège, et les routes commerciales voisines. Leur dernière guerre a eu lieu en 1814. La Suède a gagné et contraint le Danemark à céder la Norvège, mettant fin à la plus longue et sanglante bataille pour la garde. Qui ne s'est pas vraiment inquiété de la guerre? Fait numéro 35. Saint-Marin se présente comme la plus ancienne république du monde, fondée en 301 par Saint Marinus. Alors, comment est-elle restée indépendante pendant plus de 1700 ans? En étant trop petite pour qu'on s'en préoccupe? Alors que des armées ravagèrent l'Italie, Saint-Marin restait si paisible que personne ne songeait à la conquérir. Napoléon leur a même proposé de les aider à agrandir leurs terres, après avoir envahi le reste de l'Italie. Saint-Marin a répondu « non merci » et est retournée à ce qu'elle fait de mieux. Rester aussi discrète que possible. Et maintenant, un autre petit pays paisible qui réussit dans la vie. Fait numéro 34. Beaucoup pensent que l'Espagne et le Portugal possèdent la plus vieille frontière du monde, mais c'est faux.
Leurs frontières datent du traité d'Alcanis de 1297, un classique sur lequel nous sommes tous d'accord. Les frontières de l'Andorre avec la France et l'Espagne ont été établies par une charte en 1278. Cela aide qu'elle ne fasse que 120 km, soit 74,5 miles un quart de la longueur du Grand Canyon. Et que l'Andorre est un tout petit pays enclavé, couvert de montagnes. Alors franchement, pourquoi quelqu'un voudrait-il envahir l'Andorre? C'est trop petit même pour une gare ou un aéroport. On a eu le plus ancien, et le plus étrange. Fait 33, les Pays-Bas et la Belgique partagent une des frontières les plus étranges au monde. 22 enclaves belges, 7 enclaves néerlandaises, et des lignes qui traversent des rues, des cafés et même des salons. Voici la zone frontalière de Barla-Nassau et Barla-Herzog, et c'est le chaos. Ici, la nationalité d'une propriété est déterminée par le pays de sa porte d'entrée. Donc, si les résidents et les propriétaires d'entreprises veulent des lois fiscales ou sur l'alcool plus avantageuses, ils ne déménagent pas. Ils appellent un entrepreneur. Pourquoi personne n'a corrigé la frontière? Parce que maintenant, c'est trop compliqué et ça dure depuis trop longtemps. D'accord. Maintenant, on sait que Malte a reçu une médaille de participation pour avoir été bombardée, que Belgrade a été reconstruite encore et encore, comme le pire jeu de Lego du monde, et que le Danemark et la Suède considéraient la guerre comme un passe-temps du week-end. Et en parlant de guerre, toute cette histoire de neutralité suisse, c'est un mensonge. Fait numéro 32. Les Suisses, connus pour leur neutralité, sont en paix depuis si longtemps qu'ils oublient parfois où est leur frontière. En 1968, l'armée suisse a accidentellement bombardé le Liechtenstein. Qui ne l'a pas fait? En 1976, des soldats suisses ont pénétré par erreur au Liechtenstein. En 1995, des obus suisses ont déclenché un incendie de forêt au Liechtenstein. En 1992, un escadron suisse a accidentellement installé un poste d'observation au Liechtenstein. À ce moment-là, le Liechtenstein devait commencer à développer un complexe. Et le 3 mars 2007, 171 soldats suisses ont envahi le pays. Eh bien, ils se sont perdus et ont pris plusieurs mauvais chemins à cause du mauvais temps. Le Liechtenstein ne l'a découvert que lorsque les Suisses les ont informés. Un porte-parole, levant les yeux au ciel, a dit « Ce n'est pas comme s'ils avaient envahi avec des hélicoptères. » Puis tout le monde est retourné à sa vie de richesse fabuleuse. Après avoir abordé les guerres et leur absence en Europe, intéressons-nous à d'autres vices. Fait 31. Les monégasques ne peuvent pas jouer légalement. Dans un pays surtout connu pour ses casinos et ses millionnaires, les habitants ne peuvent pas jouer, ce qui explique probablement pourquoi ils sont encore millionnaires. Au XVe III siècle, le prince Charles III réalisa que ses citoyens vivaient dans un lieu avec peu d'activité hors d'un nouveau casino, ce qui pouvait poser problème. Pour empêcher ses habitants de perdre leurs maisons et leurs voitures au profit d'un certain Lucky Chucky, le prince a promulgué une loi interdisant aux monégasques de jouer. Si vous allez aujourd'hui au casino de Monaco, on vous demandera une pièce d'identité. Premièrement, pour vérifier que vous êtes majeur, et deuxièmement, pour s'assurer que vous n'êtes pas un habitant local. Dans ce cas, l'entrée vous sera refusée, sauf si vous êtes résident avec un passeport étranger. Fait numéro 30. Une île norvégienne est si isolée que moins de 100 personnes l'ont visitée. L'île Bouvet est située dans l'Atlantique Sud, à environ 2600 km de la Terre habitée la plus proche. C'est comme aller de New York à Austin s'il y avait énormément d'eau sur le chemin. C'est tellement isolé qu'elle a été découverte 2 fois. Un commandant français l'a découverte le 1er janvier 1739, mais il a noté les mauvaises coordonnées, alors elle a de nouveau disparu. En 1808, un baleinier britannique l'a découverte par hasard, preuve que des îles peuvent se perdre. Elle appartient aujourd'hui à la Norvège. Lars Christiansen l'a revendiquée dans les années 1920. Avec 93% de l'île couverte de glace et personne autour, les Britanniques n'ont guère résisté. Les seules personnes qui séjournent temporairement sur l'île sont des chercheurs. Moins de 100 personnes l'ont visitée au total. Numéro 29. Vite, quels pays ont plein d'îles? Les Philippines. Mais là on parle de l'Europe. Rappelez-vous, ce sont les pays nordiques qui arrivent en tête, avec la Suède qui décroche la couronne. La Suède compte plus de 267 000 îles. La plupart sont inhabitées, mais beaucoup ne le sont pas. Même Stockholm, la capitale, est bâtie sur un archipel de 14 îles reliées par plus de 50 ponts. Ce ne sont pas vraiment des destinations balnéaires, mais plutôt des îles où l'on risque de mourir de froid en attendant l'été. Comme le fait numéro 28. Entre 1963 et 1967, une éruption sous-marine a formé l'île Surtsey, en Islande. Personne ne peut visiter.
Les scientifiques ont dit « c'est à nous ». Elle a été fermée pour étudier la colonisation en temps réel d'une nouvelle île par plantes et animaux. La Grande-Bretagne a acquis en 2023 une nouvelle île près de l'île de Wight. 2 marins, suivant la tradition britannique, ont planté le drapeau du Royal Leamington Yacht Club sur l'île Shingle et l'ont nommé île Lantern. Rien ne symbolise mieux un empire que de revendiquer des bancs de sable pour son yacht club. C'est pourquoi il faut actualiser les cartes, comme l'ont constaté l'Italie et la Suisse. Fait 27. En 2024, la Suisse et l'Italie ont dû redéfinir leurs frontières sous le Cervin, comme si la Suisse ne peinait pas déjà à comprendre les frontières. Les Alpes sont une frontière naturelle entre les deux pays, certaines sections étant délimitées par les crêtes des glaciers. Mais grâce aux humains qui font ce qu'ils font, les glaciers fondent. Les glaciers suisses ont perdu 4% de leur volume en 2023. Le glacier Marmolada en Italie devrait disparaître d'ici 2040. Assez parlé des endroits froids, passons à ceux qui n'existent plus. Fait numéro 26. Morisnet, ou Morisnet neutre pour donner son nom complet, est né de voisins qui se disputaient constamment. Faute d'accord sur une solution, ils ont créé un nouveau pays. La Prusse et les Pays-Bas, incapables de s'accorder sur la mine de zinc, ont fait de la région un territoire neutre administré conjointement. Morisnet a rapidement attiré des personnes cherchant à éviter le service militaire et les impôts. Et comme tout endroit avec une réglementation laxiste, un casino a fini par y voir le jour. En 1914, l'Allemagne a ignoré la neutralité de Morisnet, comme ailleurs en Europe, et a envahi la région. Après la Première Guerre mondiale, Morisnet a été intégré à la Belgique, où au moins quelqu'un pourrait le surveiller. Mais ce n'est pas le seul micro-État européen oublié. Fait numéro 25. Cutomisto ou Misto se trouvait à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. C'était aussi un vrai casse-tête pour les deux pays. Nul ne sait comment ni pourquoi il a été créé, mais il est devenu un paradis fiscal spécialisé dans le tabac et les épices. Les produits étaient ensuite introduits en contrebande, en Espagne et au Portugal. C'est aussi devenu un refuge pour les criminels des pays voisins. L'Espagne et le Portugal ne récupéraient que les criminels violents, laissant les autres aux tribunaux locaux, qui les ignoraient souvent. En 1864, l'Espagne et le Portugal en avaient presque fini avec Gutomisto et l'ont partagé dans le traité de Lisbonne. L'Espagne en a pris la plus grande partie, mettant fin à l'histoire de ce petit état sauvage, en parlant d'anarchie, fait numéro 24. Pendant 652 jours, la Belgique n'a pas eu de gouvernement fédéral. Elle détient le record du monde du plus grand nombre de jours, sans véritable gouvernement, en temps de paix, de décembre 2018 à octobre 2020. Oui, c'était aussi récent que ça. Elle a battu son propre précédent record de 541 jours sans gouvernement fédéral en 2010. Alors, la Belgique est-elle secrètement une société à la Mad Max ? En réalité, la plupart des Belges n'ont même pas remarqué l'absence du gouvernement. La Belgique est particulière. Elle n'a pas seulement un gouvernement, elle en a 6, un gouvernement fédéral plus 5 gouvernements régionaux et communautaires. Flamands, wallons, Bruxelles-Capitale, communauté française et germanophone. Cela implique évidemment de nombreuses disputes dans plusieurs langues. En 2018, le retrait du parti nationaliste flamand a provoqué la chute du gouvernement fédéral. Les gouvernements régionaux ont continué, donc la vie quotidienne aussi. Si ces différences linguistiques vous semblent trop grandes, faites le numéro 23. Il y a plus de 200 langues à travers le continent, bien que seulement 24 soient officielles dans l'Union européenne. Où se cachent clairement donc toutes les autres ? Il y a entre 225 et 287 langues indigènes. Elles incluent le basque, le sami, le galicien, le catalan, le gallois et le gaélique. Certaines, toutefois, survivent à peine. Le cornique a en fait disparu il y a plus de 200 ans avant d'être ressuscité au XXe siècle. Seules 563 personnes le parlent en 2021. Vous voulez connaître la langue européenne la plus unique. Fait 22. Le maltais est la seule langue sémitique utilisant l'alphabet latin. Si vous avez déjà vu la langue maltaise, vous savez qu'elle a l'air absolument folle. C'est une forme d'arabe sicilien, saviez-vous que cela existait ? Écrite en caractères latins, elle se distingue de toutes les autres langues. Le maltais a commencé comme une forme d'arabe après qu'une dynastie de Tunisie a conquis l'île. Les Normands sont venus, ont introduit l'alphabet latin et ajouté des mots romans. Le résultat, une langue qui ressemble à l'arabe, s'écrit en lettres latines et déroute tous de la même manière. On reconnaît souvent une phrase en maltais grâce aux X et Q placés de façon inhabituelle. Et la réaction générale que cela provoque chez les étrangers ?
En parlant d'endroits où les langues locales sont indéchiffrables, fait numéro 21, Halloween a commencé en Irlande. Beaucoup d'Américains pensent que Halloween est lié au Dia de los Muertos du Mexique, le jour des morts. Mais les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Halloween remonte en réalité au festival celtique de Samhain. Samhain, célébré le 1er novembre, marquait la fin de la saison des récoltes. Les gens allumaient des feux de joie, se déguisaient pour éloigner les esprits et honorer les morts. Puis, au 5e III siècle, le pape Grégoire III l'a rebaptisé la Toussaint. Comme souvent, le christianisme a repris les traditions païennes locales, donnant Halloween. Comme pour la plupart des célébrations, beaucoup de nourriture et d'alcool se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre dans chaque version de cette fête. Nous avons vu des micro-États vivre grâce à la fraude fiscale et au casino, la Belgique tenir 2 ans sans gouvernement, et l'Europe gérer plus de 200 langues. Et ce n'est pas fini. Ce road trip des faits européens continue. Fait numéro 20. Le vin fut inventé en Géorgie. L'Italie et la France sont célèbres pour le vin, mais les premiers millésimes proviennent de l'est de la Géorgie. La Kakhétie en produit toujours aujourd'hui avec des cuveries. D'énormes jarres en argile enterrées sous terre où le vin fermente, vieillit et attend quelqu'un d'assez courageux pour le boire. Résultat, fort, âpre, légèrement amer. Une version âge de pierre de la bière artisanale. Et ça dure depuis très longtemps. Des archéologues ont trouvé des pépins de raisin de 8000 ans et de la poterie avec des résidus de vin sur des sites de l'âge de pierre. Si la Géorgie a besoin d'aide pour son vin, on sait qui contacter. Fait numéro 19. Le Portugal fournit plus de 50% du liège mondial. Saviez-vous qu'il vient des forêts de chêne-liège ? Dans ce cas, il vaudrait mieux limiter les dégustations de vin. Le Portugal possède un tiers des forêts de chêne-liège du monde, principalement dans sa région de l'Alentejo. C'est sans doute pourquoi plus de 60% du liège exporté mondialement vient de ce pays ibérique. Son industrie et ses arbres sont protégés par la loi. L'écorce de liège peut être récoltée tous les 9 à 12 ans sans nuire à l'arbre, car elle se régénère. Ensuite, elle est séchée, bouillie, puis transformée en bouchon de vin, accessoires, revêtements de sol, bref tout support pouvant porter l'étiquette liège naturel. Si vous trouvez le liège étrange comme matériau de construction, une ville allemande va vous surprendre. Fait numéro 18. Nördlingen a été construite dans un cratère de météorites à partir de roches infusées de diamants. La ville bavaroise de Nördlingen, fondée vers 898, a été bâtie dans un cratère de météorites vieux de 15 millions d'années. La roche du cratère a servi de matériau de construction, mais elle réservait une surprise. La chaleur et la pression de l'impact ont créé des diamants microscopiques. Ils sont bien trop petits pour être utilisés en joaillerie ou comme outil, ce qui en fait les diamants les plus décevants de l'histoire. Mais construire des choses n'est pas toujours aussi simple, n'est-ce pas, Espagne ? Fait numéro 17. Tu connais la célèbre Sagrada Familia de Barcelone ? C'est le bâtiment où les touristes font la queue des heures, finissant par prendre une photo pour Instagram, puis vont boire du vin dans un bar à tapas. La construction de l'église a commencé en 1882 et Antoni Gaudí en a pris la direction en 1883. Et elle est toujours en construction. L'année d'achèvement estimée est 2033, ce qui signifie que sa construction a commencé avant la fabrication de la première voiture et devrait se terminer lorsque les voitures autonomes provoqueront des collisions partout à Barcelone. La grande pyramide de Gizeh a été achevée en 26 ans plus vite que la réparation actuelle des nids de poules. Encore une fois, l'Espagne construit les choses différemment. Fait numéro 16. Le sud de l'Espagne étant très chaud et ensoleillé, au XVe siècle, une ville andalouse a été construite dans et sous un rocher. Centenil de las Bodegas est célèbre pour ses bâtiments blancs coincés dans le canyon de la région. Si vous marchez dans des rues comme Cala Herrera, vous verrez des surplombs rocheux au-dessus des bâtiments. Ils offrent de l'ombre et provoquent une véritable sensation de claustrophobie. D'un autre côté, la ville reste relativement fraîche, et les constructeurs peuvent économiser sur les murs et les toits, simplement en utilisant la roche existante à leur place. Vous pouvez aussi dîner dans une grotte. Pour plus d'exploration de grottes, rendez-vous au fait numéro 15. La Slovaquie possède de nombreuses grottes. La Slovaquie compte plus de 6000 grottes. Le livre Guinness des records indique aussi que la grotte de Krasnogorska abrite la plus haute stalagmite, haute de 34 mètres, 111 pieds. Il y a tellement de grottes, en fait, que sur les 6000, seulement 400 ont été explorées et répertoriées. Seulement 12 sont ouvertes au public. Pourquoi y a-t-il autant de grottes ? Parce que la majeure partie de la Slovaquie repose sur des formations calcaires, qui se dissolvent facilement pour créer des grottes souterraines.
Nous avons évoqué des cratères, formations rocheuses et grottes impressionnantes. Passons aux grottes chaudes. Fait 14. La Hongrie compte plus de 1300 sources thermales, le plus grand lac thermal où l'on peut nager au monde, le lac Avis, est le plus vaste système de grottes d'eau thermale, juste sous Budapest. Le réseau sous Budapest compte des centaines de grottes et plus de 200 km de tunnels cartographiés. Ces sources souterraines ont contribué à faire de la ville une destination touristique très prisée. Elle est surnommée la ville imaginative des thermes, avec des bains thermaux, construits partout pour profiter de ces eaux. Contrairement à la baignade dans le fait numéro 13, le Rio Tinto, qui se traduit par rivière rouge ou rivière colorée, selon que vous faites confiance à Duolingo ou non, traverse les montagnes d'Andalousie. Et elle est vraiment d'un rouge éclatant. Tout cela est dû au fer, aux métaux lourds et à quelques centaines d'années d'exploitation minière. Comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas un endroit idéal pour se baigner. La rivière, au pH de 2,3 comme le vinaigre, est très acide et bien moins rafraîchissante. Fait numéro 12 sur le vinaigre. Le plus ancien restaurant encore en activité est en Espagne. Sobrino de Botín a été fondé en 1725 à Madrid. Le titre de plus ancien restaurant du monde est débattu, mais le livre Guinness des records l'attribue à l'Espagne. C'est celui-ci. Le bâtiment lui-même existe depuis 1590. Il était à l'origine utilisé comme auberge. Il possède encore son four d'origine de 1590. Les propriétaires affirment même que la flamme du four n'a jamais été éteinte depuis 300 ans, ce qui signifie que la facture d'énergie doit être sacrément élevée. Le plat le plus célèbre, le cochon de lait rôti. Des présidents, Hemingway, Ava Gardner et des membres de la royauté européenne ont dîné ici au fil des siècles. Si vous étiez riche et célèbre, vous finissiez ici. Ce qui nous amène des merveilles naturelles et de la gastronomie à la politique. Fait numéro 11. En plus d'être obscènement riche, le Luxembourg est le seul grand-duché au monde, ce qui signifie que son chef d'État est le grand-duc. En 1919, le pays a pu devenir une république, mais le peuple a voté non, semblant tenir à ce titre. Difficile de les blâmer. Jusqu'en 2008, le grand-duc pouvait opposer son veto aux lois, malgré des réformes ayant limité ses pouvoirs. Il demeure chef des armées et nomme les postes publics. Le vrai travail revient au Premier ministre élu du Luxembourg. Le duc reçoit la couronne, le Premier ministre reçoit la paperasse. Récapitulons. L'Europe construit des cathédrales plus lentement que les pyramides, cache des milliers de grottes en Slovaquie, et a transformé Budapest en un immense bain thermal. Nous sommes maintenant dans le top 10 fait numéro 10. Le coprince d'Andorre est l'actuel président français. Les présidents français gardent quelques vestiges étranges de la monarchie. Espérons que ce ne soit pas la partie avec la guillotine. Le président est aussi coprince d'Andorre, avec l'évêque d'Urgell en Espagne. Cet arrangement a commencé en 1278 lorsque l'évêque et le comte français de Foix n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui devait gouverner. Ils ont signé le pareage pour résoudre le débat et partager le pouvoir. Le pouvoir du comte a été transféré au roi de France, puis au président lorsque la monarchie a été renversée. Mais en matière de choix des dirigeants, l'Estonie a une longueur d'avance. Fait numéro 9. Dès 2005, l'Estonie a été le premier pays à proposer l'option du vote en ligne. En 2023, l'Estonie est devenue le premier pays où la majorité des électeurs ont voté en ligne. 51% des personnes ayant voté aux élections parlementaires estoniennes ont voté en ligne. C'est moins surprenant quand on découvre que 99,9% des services publics estoniens sont accessibles en ligne. Alors que vous faites la queue en espérant que la poste ne perde pas votre bulletin, les Estoniens sont déjà connectés, ont voté et sont de retour à faire défiler des mèmes de chats. Autre fait estonien, l'Estonie a la plus forte densité de cratères de météorites au monde. Les cratères de Kali, célèbres, se sont formés il y a environ 7500 ans, quand une météorite s'est désintégrée au-dessus du sol, arrosant la région d'une pluie de plomb cosmique. Les scientifiques estiment que l'explosion valait une bombe atomique. Le plus gros fragment a laissé un cratère de 110 mètres de large et de 22 mètres de profondeur. Bien que l'Europe ne compte pas de pays aussi petits que ce cratère, l'un d'eux s'en rapproche. Fait numéro 7. Vous savez que la cité du Vatican est minuscule, mais saviez-vous qu'elle ne représente qu'un huitième de Central Park ? Le plus petit pays mesure 109 acres, soit 44 hectares, ou 0,44 km².
La population compte seulement 825 personnes. Le mur frontalier autour du pays ne fait que 2 miles, soit 3,2 km de long. Marcher autour de la frontière du Vatican prend environ 45 minutes. Moins si vous êtes en forme, mais soyons honnêtes, vous êtes sur YouTube, ou lancez-vous un défi avec le fait numéro 6. Le sentier le plus ardu d'Europe est en Corse. On pourrait croire que les randonnées les plus ardues d'Europe sont en montagne, comme le Tour du Mont Blanc autour d'un sommet majeur, ou la Dolomites Altavia 1 en haute altitude. Mais la plupart des randonneurs s'accordent à dire que le grande randonnée Veint en Corse vous laissera à bout de souffle. Mais pourquoi ? Une randonnée à travers une île méditerranéenne semble agréable. Eh bien, la randonnée dure 2 semaines, sur des pierres instables, de gros rochers et d'autres terrains difficiles. Et pendant de nombreux jours, vous connaîtrez des dénivelés de près de 1500 mètres, soit presque 5000 pieds. C'est comme gravir ou descendre près de 2 Burj Khalifa en un jour. Nous préférerions la voiture ou l'avion. Fait numéro 5, l'Écosse abrite un vol de 47 secondes. Westry et Papouestry dans les Orcades, Écosse, sont séparés de 1,7 miles, 2,7 km. Il devrait donc y avoir un ferry régulier et correct entre les deux, non ? Eh bien, plus ou moins. La majorité prend un avion de 8 places pour traverser l'eau par les airs. Le vol entier dure 47 secondes, mais selon les conditions, il peut prendre 2 minutes. Pas de film à bord ici. Impossible de regarder une vidéo YouTube en vol. Le ferry prend 25 minutes, mais il est moins pratique et moins fréquent. Et comme cette partie de l'Écosse a des vents à vous renverser, parfois les conditions ne permettent pas de naviguer. Les étudiants, enseignants et professionnels de santé allant à Papouestry prennent généralement ce vol. Après les transports modernes et le vote, nous devrions aborder une histoire incroyablement ancienne. Fait numéro 4. Certaines des œuvres d'art et des artefacts les plus anciens du monde ont été découverts à Češa. Le site archéologique de Donji Vestonica se trouve près de Brno, Tchéquie. C'est un site paléolithique, datant de 30 000 avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus anciens établissements humains permanents jamais découverts. Il possède le plus vieux portrait humain connu, une tête de 5 cm, sculptée en ivoire de mammouth. Il possède les plus anciennes céramiques jamais découvertes, ainsi qu'une figurine de Vénus datée entre 29 000 et 25 000 avant Jésus-Christ. Parce que depuis la nuit des temps, les gens ont été fascinés par les femmes nues. Mais c'est en fait une femme qui a donné son nom à l'Europe. Le nom Europe vient d'un mythe grec. Les amateurs de mythologie grecque le savent déjà, mais pour les autres, Europa était une belle princesse phénicienne de la mythologie grecque. Zeus, toujours séduit par les femmes, l'a vue et est aussitôt tombé amoureux. Au lieu de glisser dans ses anciens messages privés, il s'est transformé en animal. Cette démonstration est étonnamment courante dans la mythologie grecque. Zeus prend la forme d'un taureau blanc. Europe monte dessus et il l'emmène du Moyen-Orient en Crète. Ils ont eu des enfants, dont Minos, fondateur de la civilisation minoenne. Ne demandez pas sous quelle forme Zeus était. Les érudits grecs antiques ont appelé leur région Europe. Finalement, le nom s'est étendu pour couvrir tout le continent, symbolisant l'unité, même si nous savons que l'Europe est rarement réellement unie. Même dans un même pays. Deuxième fait, l'Alsace-Moselle a ses propres lois. L'Alsace-Moselle, longtemps sous domination allemande, diffère culturellement et juridiquement du reste de la France. La France se vante de sa laïcité, mais pas ici. En Alsace-Moselle, l'État finance la religion et le travail dominical y est plus limité. Ne cherchez donc pas de magasin ce jour-là. Mais tout cela pourrait ne même pas avoir d'importance, parce que, fait numéro 1, Campif-les-Greys est une catastrophe apocalyptique en attente. Cela peut sembler parfait pour un spritz d'avril, mais Campif-les-Greys est en réalité un super volcan sous-marin près de Naples, en Italie. 500 000 personnes vivent dans sa zone rouge, c'est-à-dire des personnes qui mourraient immédiatement en cas de super éruption. Il pourrait entraîner des tsunamis de 9 à 30 mètres sur les côtes de l'Italie, l'Espagne, la France, la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Une forte éruption pourrait provoquer un hiver volcanique, détruire les récoltes et causer une famine mondiale. Le volcan est actif depuis 60 000 ans. Il a eu une petite éruption en 1538 qui a créé un nouveau volcan, s'ajoutant aux 24 cratères et édifices déjà existants. Quelles sont les probabilités d'une éruption prochaine ? Eh bien, il y a eu une activité accrue dans la région depuis 2005, avec de plus en plus de séismes depuis 2022. Alors dormez bien. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui.
J'espère que vous avez aimé la vidéo. Pour en voir d'autres, abonnez-vous et activez les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci encore, à la prochaine sur Mapak.